3, 2, 1. Come on! Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde au Salon Natexpo. Alors je vous rappelle le principe de cette table ronde, on va aborder un sujet qui fait l'actualité de la bio avec des acteurs, des spécialistes, des observateurs du secteur et tout cela sans langue de bois, des experts à qui vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pourrez également réagir aux propos des uns et des autres. Alors nous allons parler maintenant d'un sujet qui fait quasi quotidiennement la une de l'actualité. Alors certains parlent de changement climatique, d'autres de bouleversement climatique. Alors comment cela impacte l'agriculture et a fortiori l'agriculture bio? Quelles conséquences pour les agriculteurs bio? Existe-t-il des alternatives, des solutions? Quelles seront les adaptations nécessaires et quid également de la recherche? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Nathanaël Jacquard. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Alors, vous êtes maraîcher dans le Puy-de-Dôme, mais vous venez surtout parce que vous êtes président de la FRAB-ORA, c'est-à-dire la Fédération régionale des agriculteurs bio de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est ça. Grande région bio, la région Auvergne-Rhône-Alpes ou pas? Oui, assez grande région bio. A priori, c'est la deuxième région bio. Bon, après, les classements, on leur fait toujours dire ce qu'on veut. Mais voilà, c'est une grande région de fait parce que sur un territoire très grand et donc une grande région bio. À vos côtés également, Nordine Afaoui. Bonjour Nordine. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la coopérative Univers. Alors, j'allais dire, combien de divisions, mon général? C'est une grande coopérative bio-Univers. Oui, Si ce n'est la plus grande de France, non? Une coopérative qui est aux portes de la Camargue avec 80 adhérents. Bon, les producteurs sont en apport total, hein, donc 80 adhérents, dont 25 en Corse, où on est en fort développement sur la partie agrumes et autres. On en parlera. Et puis on est basé sur plusieurs départements, le 13, le 84 et le 30. Et on a un peu de développement sur les légumineuses sur le 11. Voilà, on est très diversifié. Ouais, 13, 84, donc Bouches-du-Rhône, Vaucluse et puis et le Gard. Grande zone assez, j'allais dire, classiquement bio en France. On a un avantage, on a la plus belle région de France. Hein. Ouais, enfin bon, il y en a d'autres aussi. Oui, mais la nôtre, c'est la plus belle quand même. Non, on est bien d'accord. Et Thibaut Millet, bonjour Thibaut. Bonjour. Alors vous êtes un petit peu, je dirais un petit peu comme ce que disait Alphonse Allais. Vous faites venir la campagne à la ville avec un système Néopharm dont vous êtes le PDG. C'est quoi Néopharm? Alors nous, ça fait 8 ans qu'on travaille pour développer un nouveau modèle de production, c'est-à-dire qu'on essaie de passer à l'échelle ce qu'on appelle le maraîchage agroécologique, maraîchage ultra diversifié, qui est un maraîchage résilient pour l'environnement. Et donc aujourd'hui, on le déploie sur une première grande ferme de 10 hectares en région parisienne, dans le 91. Voilà, on a développé une technologie qui permet d'être plus résilient face aux aléas climatiques et aux enjeux sociétaux aussi. Alors on y reviendra parce que j'ai plein de questions, des questions techniques notamment à vous poser là-dessus. Alors, je voudrais tout d'abord qu'on fasse un premier tour de table parce que quand on parle du changement climatique, du bouleversement climatique, il y a plusieurs réactions. Il y a la réaction catastrophée de l'agriculteur qui dit on est foutu, notre métier c'est mort, on va arrêter, il y aura plus d'avenir pour nos cultures. Il y a la réaction optimiste de celui qui dit bon bah l'agriculture c'est toujours adapté, ça a été plus de 150 ans, 200 ans de défis agricoles. Et puis il y a la réaction amusée, c'est celle que je préfère, de ceux qui disent bon bah c'est pas grave, demain on fera du rosé de Provence à Dunkerque. Alors moi je voudrais savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Nathanaël tout d'abord. Vous c'est on fera par exemple du 100% à Dunkerque. Alors oui, peut-être. Moi, je vais me situer dans différentes catégories. C'est ça qui est toujours compliqué. Je suis pas du tout catastrophé, bien que les éléments sont quand même assez flagrants et difficiles à se projeter dans ces éléments. Peut-être juste 3 petits mots sur le changement climatique. C'est qu'en gros, pour résumer, on va avoir des hausses de température, une très grande variabilité dans le climat, c'est-à-dire au sein des saisons, entre les années. Et puis sur l'ensemble du territoire français, on va avoir des grosses variations. Et puis on va avoir
à peu près autant d'eau qui risque de tomber sur la France, mais de manière très variable, avec un bilan hydrique, c'est-à-dire la somme pluie supplémentaire ou inférieure, et puis surtout l'évapotranspiration qui là va fortement augmenter à cause des températures. Et donc on va être, nous dans notre région sur Auvergne-Rhône-Alpes, la région que je connais bien, entre 72 et 350 mm en moins de bilan hydrique. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer, un peu schématiquement, c'est comme s'il pleuvait 200 mm de moins, alors que dans la zone, il peut pleuvoir entre 500 mm et 1200 mm. C'est-à-dire que c'est une proportion déjà très importante. Malgré tout, ça c'est pour planter un peu le décor. C'est-à-dire que oui, on peut en avoir peur. Il me semble qu'on a plein de solutions. Peut-être dans les solutions, et nous ce qu'on a mis en place via notre réseau FNAB qui représente environ 10 000 fermes adhérentes, des groupes régionaux, des groupes locaux, peut-être presque 100 groupes locaux. On a réfléchi et travaillé sur une approche systémique des fermes avec 5 étapes. Il n'y a pas forcément d'ordre dans les étapes, ni de contradiction, ni de succession, mais il y en a 5 et j'essaierai de creuser un peu. La première, c'est anticiper. Anticiper, ça veut dire c'est se former, comprendre le changement climatique, parce que suivant les territoires, les impacts du changement climatique vont être différents, et donc du coup, les projections et de potentielles adaptations vont être forcément différentes. La deuxième étape, c'est atténuer. C'est un peu des mesures d'urgence, c'est-à-dire parfois c'est arroser plus, des fois c'est mettre un filet, des fois ça va être un filet d'ombrage. Ça va être peut-être arrêter une culture pour en faire une autre à la place. Mais on est un peu dans l'urgence et c'est un peu pour le aujourd'hui, éventuellement pour le demain, mais ça ne fonctionnera pas pour le après-demain. La troisième étape, c'est s'adapter. S'adapter, ça veut dire on s'assoit sur une chaise et on commence par réfléchir, par poser un peu ce que j'ai dit en début. C'est repenser son système de manière globale, et on insiste beaucoup sur les questions systémiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une ferme qui produit du légume, peut-être que demain, son adaptation, ce sera de plus produire des légumes, parce qu'il sera pas dans la bonne zone, parce que d'un point de vue pédoclimatique, ce sera trop compliqué. Et donc, repenser son système, ça veut dire peut-être intégrer un atelier d'élevage, par exemple. Ça pourrait être repenser en profondeur ses productions. Et ça, c'est pour réagir pour demain, après-demain, peut-être après-après-demain, dans les années qui viennent, parce qu'on va voir s'adapter, c'est quand même long. Et la question de l'adaptation, elle est faite pour être durable. Encore 2 autres points. Le suivant, c'est lutter. C'est-à-dire que pour nous, s'adapter, atténuer les questions de changement climatique, ce serait bien de ne pas le faire en aggravant la situation climatique. Ça veut dire qu'en même temps, il faut lutter, c'est-à-dire baisser nos émissions de carbone, baisser nos émissions de méthane, baisser nos émissions de protoxyde d'azote. Et là, la bio a toutes les cartes pour travailler sur ces 3 points. Travailler sur l'autonomie, entre autres. Et puis on a beaucoup discuté avec des scientifiques, entre autres, ils nous ont dit tout ça c'est bien beau, mais le changement climatique c'est encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on a des projections, mais on ne sait pas du tout si ces projections vont être réelles, enfin c'est-à-dire elles seront peut-être pires en fonction ou différentes, je ne sais pas si c'est le mot pire, mais en tout cas différentes. Et donc les scientifiques nous ont dit, les climatologues nous ont entre autres dit, écoutez, il faut aussi recommencer tout ce questionnement très souvent. Alors avec ça on a une belle jambe, vous allez me dire. Mais se recommencer, c'est à nouveau reprendre du recul, consolider ce qu'on a pu mettre en place, et puis reconsidérer toutes ces questions. Alors, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus, mais je voudrais poursuivre mon questionnement de départ. Nordine, vous êtes dans quelle catégorie? Vous êtes dans les résolument optimistes ou les résolument pessimistes? Bon, optimiste, je vais dire, voilà, je suis plutôt pour ceux qui cherchent des solutions que de chercher des excuses. Trouver des solutions que de chercher des excuses. Donc aujourd'hui, au-delà, les paysans ont toujours su s'inventer. Donc aujourd'hui, on a eu des problématiques bien plus énormes. Donc la charca, le feu bactérien, très récemment le cuivre, les problématiques de diminution du cuivre. Donc aujourd'hui, pour moi, le plus gros risque, aujourd'hui, au-delà du dérèglement climatique, c'est le dérèglement commercial. Aujourd'hui, les prix, donc aujourd'hui, on est face, je dirais, à qu'un domaine d'activité avec le prix et uniquement le prix et des promos. Aujourd'hui, ce qui risque, c'est une désertification, je dirais, des renouvellements des générations. Ça, c'est un gros risque. Donc aujourd'hui, on veut de la résilience, mais à quel prix?
À quel prix? Voilà. Après, moi, je vois même s'il y a des risques aujourd'hui quand on parle de dérèglement climatique, bon, chez nous, il est quand même très prononcé, avec des avortements floraux, je dirais des baisses de calibre en termes de rendement, des asphyxies racinaires, je dirais des hivers doux. Donc, du coup, avec un hiver doux, des maladies, des ravageurs beaucoup plus conséquents, je dirais, et des ressources en eau sous tension, même si nous on a quand même un secteur géographique unique puisqu'on a le Baronne, Mais voilà, pour moi, je dirais certes, on y fera face, mais pensons à la nouvelle génération. Et est-ce qu'il y a des types de cultures qui sont menacées chez vous? Je pense notamment, vous parliez du Baronne, je pense au riz de Camargue, qui là pour le coup a besoin d'énormément d'eau. Est-ce que à l'avenir cette filière existera encore? Je suis pas un spécialiste du riz, mais c'est une institution en Camargue. Donc aujourd'hui, si on veut il faut que le riz perdure, puisqu'aujourd'hui ça éviterait des inondations, puisque c'est avant tout un outil social, hein, et pour nous le riz de Camargue, faut qu'il perdure. Au contraire, continue à se développer parce qu'ils occupent l'espace. Donc voilà, pour moi c'est primordial, quoi. Thibaut, vous êtes plutôt résolument optimiste en disant l'avenir ça va être intéressant parce qu'il va falloir s'adapter, il va falloir peut-être aussi faire encore plus appel à des spécialistes qui ne sont pas d'ailleurs forcément des spécialistes issus du monde de l'agriculture, ou est-ce que vous êtes pessimiste en disant oh là là, on rentre dans une zone de forte turbulence? Alors résolument optimiste, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ce changement climatique à la légère, bien au contraire, parce qu'il est là. Les producteurs, on est toujours en première ligne face au changement climatique parce qu'on est les premiers à en subir les conséquences. Donc c'est primordial qu'on l'adresse et qu'on s'adapte. Et notre point de vue chez Ferme Debout, c'est de l'adapter aussi par l'innovation. On en a parlé, il y a la technique, hein, il faut adapter ces techniques. Il y a beaucoup d'agronomie, beaucoup de techniques agronomiques à mettre en place. Mais il y a aussi l'innovation qui doit avoir une place centrale là-dessus parce que c'est aussi comme ça qu'on va réussir à s'adapter. Il y a le sujet de l'eau, on a énormément parlé, donc comment est-ce qu'on peut mieux stocker l'eau, mieux la capter, mieux l'utiliser aussi, mieux irriguer avec des nouvelles. Il y a toujours énormément d'innovations, des nouvelles techniques qui permettent de moins dépenser d'eau. Voilà, tout ça demande du temps, de la matière grise, de l'innovation et de l'argent. Voilà, et donc c'est aussi comme ça que toute la filière doit s'organiser, parce que si c'est des initiatives qui sont faites là dans un coin, déjà il n'y a pas assez de financement, une innovation n'est pas assez diffusée, parce que chaque innovation devrait pouvoir être partagée entre tous les producteurs. On parle toujours de l'ingéniosité du paysan, c'est ancré dans les ADN de tous les producteurs. Voilà, l'agriculteur, il pense, il a trois bouts de ferraille et il va faire une petite machine pour résoudre son problème du moment. Donc cette ingéniosité, elle doit se transformer en innovation profonde pour tout le secteur. Alors moi je voudrais qu'on parle des différentes régions et de l'impact de ce bouleversement climatique. Nathanaël, chez vous dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'allais dire qu'il y a plusieurs régions dans la région, parce que c'est vrai que l'agriculture, par exemple chez vous, dans le Puy-de-Dôme ou dans l'Allier, n'a strictement rien à voir avec l'agriculture de la Savoie, Haute-Savoie ou de l'Isère. Alors, est-ce que certains seront plus impactés que d'autres chez vous? Alors oui, très clairement, il y a des gens qui seront plus impactés. Alors ce qui va être difficile, c'est que nous, notre région Auvergne-Rhône-Alpes est effectivement très très grande. Les impacts vont être très variables, et c'est peut-être ce qu'il faut retenir du changement climatique, c'est qu'elles vont être variables. J'ai essayé de le dire tout à l'heure déjà. Elles vont être variables en fonction des territoires, en fonction de l'altitude par exemple, et puis il va y avoir des différences de variabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir des variations de température qui seront, par exemple, on pourra avoir jusqu'à plus 5 degrés l'hiver, notamment sur tous les massifs. Globalement, plus l'altitude est haute, plus le réchauffement va être rapide l'hiver. Mais par exemple, les plaines style Limagne vont avoir des grosses problématiques de pluviométrie parce qu'il va pleuvoir moins, sachant qu'on est déjà dans une zone où la pluviométrie moyenne est autour de entre 500 et 600 mm, c'est-à-dire c'est assez faible et avec des ressources en eau qui vont être limitées. Donc en fait, chaque territoire va finir par avoir des problématiques un peu spécifiques, et donc il va falloir se mettre en route à travailler des réponses spécifiques. Mais ça veut dire que tout le monde va devoir travailler à la question, parce que j'allais dire par exemple dans le Puy-de-Dôme, sans vouloir faire de résumé simpliste, la production c'était céréales pour l'imagrin, quoi, grosso modo. Oui, sauf que en changement climatique, il faut pas faire de résumé simpliste, et on ne trouvera pas de solution unique pour l'ensemble des territoires. Je vais insister beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est vraiment
un des nœuds du problème, et c'est ce qu'on a essayé de travailler nous au sein de notre réseau, c'est plutôt une démarche et une méthodologie pour l'instant pour travailler à s'adapter au changement climatique avec les 5 points que je vous ai cités en tout début. Et à partir de ça, on va trouver des innovations pour s'adapter, des modèles différents pour s'adapter, des complémentarités entre les productions, entre les systèmes de production au sein d'un même territoire. C'est un peu tout ça. Alors, pour aller sur des sujets peut-être précis, par exemple sur le maïs. Le maïs aujourd'hui, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que, notamment dans notre zone de Limagne, le maïs, c'est une culture d'été. Alors certes, on va nous dire que c'est un très bon piège à carbone. C'est vrai, mais il y en a plein d'autres, des pièges à carbone. Et l'agriculture, il faut qu'on puisse piéger du carbone parce que l'agriculture est un très bon outil pour piéger du carbone. Mais le maïs, l'agriculture sert d'abord à nourrir les gens, l'alimentation du bétail, et c'est ça le premier optique. Enfin, il faut pas l'oublier, et on n'importera pas la totalité de notre alimentation, et il faut surtout pas qu'on apporte la totalité de notre alimentation. Donc le maïs, c'est un piège à carbone, très bien, mais le maïs consomme beaucoup d'eau, et notamment l'été. L'eau que vous n'avez plus. L'eau qu'on n'a pas beaucoup, de manière très variable, c'est-à-dire qu'il y a des années, ça va aller très bien, des années, il y en aura trop, mais des années, il n'y en aura pas assez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous promet aussi, par la sélection ou par l'innovation technique sur de la semence, par exemple, qu'on va résoudre le problème. Il semble extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. En fait, on va avoir des grosses variations à nouveau, et on va pas seulement avoir une sécheresse. Si on avait seulement des sécheresses, ce serait presque simple. C'est-à-dire qu'on ferait de la sélection avec comme axe numéro 1, on adapte la semence à la sécheresse. Oui, là, c'est pas le cas. Justement, quand on n'est pas issu du monde agricole, quand on est, j'allais dire, un simple citoyen qui se balade en vélo, en voiture, de par chez vous, l'été on se pose pas la question, ou au printemps on se pose pas la question. On voit des champs bien verts ou des champs bien jaunes, on voit des tournesols, on voit du colza, il y a pas de problème. Sauf que ça joue au yo-yo la météo. D'un coup d'une année sur l'autre ou d'une récolte à l'autre, ça peut être totalement différent. Oui, et ça c'est quand même de moins en moins vrai. On voit de plus en plus souvent du maïs qui est tout petit, dont l'épi fait moins de 10 cm. C'est-à-dire que clairement, il y a une problématique. Ou alors qu'on a des prairies toutes grillées à partir du mois de juin, et ça se voit de plus en plus clairement. Alors il manque peut-être de pédagogie, et c'est à peu près sûr, et que aujourd'hui le citoyen ne comprend pas vraiment les problèmes agricoles dans le fond. Oui, il nous parle du réchauffement climatique, mais le colza il est bien jaune là. Parce qu'on a une espèce d'image d'Épinal de l'agriculture qu'on imagine encore il y a à peu près 50 ans en se disant il y a encore un cheval dans la cour de fer, mais ça c'est l'imaginaire collectif de l'agriculture, on en est très 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 loin. Et donc sur mon maïs, on a la question de l'eau, mais on a la question de température. Aujourd'hui un pollen de maïs, une année sur 3 ou 4 en semences de maïs, le pollen brûle. On aura beau l'arroser autant qu'on veut, si le pollen est brûlé, ça veut dire pas de fécondation, pas de grains, pas de récolte. Pas de semences. Pas de revenus. Pas de revenus, voilà. Et on y viendra sur le revenu un peu plus tard. Ouais. Mais justement, Nordine, alors, dans votre zone, donc Bouches-du-Rhône, Gard et Vaucluse, est-ce qu'il y a des secteurs géographiques qui, parce que les plus au sud du sud, vont être impactés directement ou sont déjà impactés par ce changement climatique et par ces hausses de température? Donc nous, on peut imaginer que le Gard, par exemple, va être en première ligne, non? Donc nous, avant tout, donc ça fait depuis 15 ans quand même qu'on travaille sur ce risque. Donc aujourd'hui, le risque, c'est quand même aujourd'hui, avant tout, c'est l'exploitation. Donc aujourd'hui, on a monté des cahiers des charges où il n'y a aucun produit qui représente plus de 10% de l'exploitation. Déjà, ça évite le risque. Après, en termes de technique, on a travaillé sur plusieurs modèles, hein, puisqu'on a travaillé sur des doubles parois, des serres, je dirais, hyper précoces, des serres froid normal, des serres photovoltaïques comme on appelait il y a encore quelques années, et la mise en place depuis 3 ans des dernières générations de serres photovoltaïques avec de la luminosité. Donc avant tout, on a sécurisé, je dirais, la partie volume. Donc à périmètre constant, on est toujours sur les mêmes volumes. Donc premièrement, ça permet de garantir un chiffre d'affaires à l'hectare. Après,
le dérèglement climatique, certes, c'est un risque, mais c'est aussi une opportunité avec des saisons plus longues. Je dirais des nouvelles espèces méridionales. Hein. On le voit, ce qu'on a fait en Corse, ce qu'on est en train de mettre en place aussi aux portes de la Camargue. Donc, des nouvelles filières, notamment aussi sur de la grenade. On pourra en parler. Mais et puis aussi, donc, les technologies. Donc, ça fait 2 ans qu'on travaille sur, l'intelligence artificielle, les drones, avec des algorithmes. Donc aujourd'hui, on a mis en place, je dirais, toutes nos analyses de terre, les analyses de sol, avec des programmes, avec des prérequis et des programmes qui calculent les algorithmes pour apporter, je dirais, de la précision, aussi bien, je dirais, avec les dernières sondes en termes d'irrigation de précision, goutte à goutte, pour diminuer, même si on a une ressource en eau quand même qui est conséquente chez nous avec le Baronne, mais on veut la maîtriser aujourd'hui parce que c'est un acte citoyen. Et puis derrière, nouvelles espèces méridionales, donc ça c'est un atout. Après, les planifications se font aussi avec l'intelligence artificielle et on a commencé les premiers lâchers d'auxiliaires avec les drones. Donc aujourd'hui, voilà. Ils vous servent à quoi les drones? Pour faire du préventif, notamment même si aujourd'hui le paysan alimentera cette base de données, puisque le drone fait des va-et-vient dans les abris, capte des photos, fait le stress hydrique, le rendement, le lancement de récolte, et ça permet aussi d'avoir une banque d'images avec chaque image, avec un défaut ou un visuel, on y met une maladie et ça permet, le bio avant tout c'est du préventif. Plus tôt on intervient, plus tôt on diminue le risque. Mais est-ce que l'agriculteur a encore la main face à toute cette technologie? Donc on les forme. Voilà, aujourd'hui, quand je vous dis, il faut trouver des solutions, pas chercher des excuses. Le dérèglement climatique, il est là, donc mais il faut s'en servir comme une opportunité. Alors, Nathanaël tout à l'heure disait qu'il y aurait peut-être aussi des changements de culture. Vous l'avez évoqué à l'instant. Chez Univers, vous êtes posé depuis longtemps cette problématique-là, en regardant plus au sud ce qui se faisait. Et du coup, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des produits qu'on n'aurait pas imaginés il y a quelques années, produits dans l'Hexagone? Si on parle juste avec nos adhérents en Corse, donc on a développé fortement depuis 5-6 ans l'avocat. Donc avec on a fait des voyages, des séminaires, je dirais, à Malaga avec des spécialistes de l'avocat. Donc on a analysé, je dirais, comment le mettre en place avec les itinéraires techniques, même si on a débauché un technicien espagnol pour pouvoir venir faire des formations sur des itinéraires de taille. De fumure, voilà, donc donc l'avocat on est en fort développement sur l'avocat. On a démarré la mangue, ça fait depuis 2 ans, et on a fait les premiers essais cette année sur les bananes. Et alors? Donc à quel endroit vous les avez fait ces essais sur la banane? Au niveau de la plaine orientale, la production reste sur la plaine orientale, entre Bastia et en dessous de Solenzara. Donc on est sur le plateau qu'on appelle la plaine orientale. Et puis chez nous, on a commencé aussi au niveau de la Costière, plateau des Costières. Voilà, c'était au départ un parcours en mouton, comme quoi les paysans, à l'époque de Charles de Gaulle en 1960, on l'appelait la Californie française. C'était il y avait le Baronne. Le Baronne avait mis des maisons pour des exploitations, et on a fait venir les rapatriés d'Algérie. Donc voilà, d'où la technicité au niveau des agrumes. Donc voilà, donc on a une ADN de l'agrume, quoi. Et ce qui se produit actuellement, ce que vous testez en Corse, dans la plaine orientale, est-ce que c'est transposable sur le continent? Pas encore, je veux dire pas encore, parce qu'on est quand même nous soumis là-bas. Ils sont quand même entre la montagne et la mer, donc il peut y avoir quand même des hivers certes froids, mais pas si froid que nous. Nous on arrive à quand même, il peut y avoir une température à -2, -3. Et ça peut être compliqué pour l'avocat et la mangue. Mais en tout cas, je note quand même que, comme on dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Vous préparez la guerre contre les aléas climatiques. Et je réitère mes propos. Le dérèglement climatique, c'est juste une équation. La première équation, c'est, je dirais, le dérèglement commercial. Oui, j'allais dire, voilà. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut qu'il y ait des débouchés, et des débouchés qui payent. Des débouchés, voilà. Donc, il faut qu'aujourd'hui, qu'il y ait un colloque, je sais pas, comment mettre en place, je dirais, avec la maison de la bio ou les institutions, comment on fait pour garantir, je dirais, le renouvellement des générations. Parce que sinon, dans 10 ans, il n'y a plus d'exploitants. Voilà, ça, c'est un risque. Alors, Thibaut, vous êtes pas en Corse et vous avez installé quelque chose ailleurs. Vous êtes en banlieue parisienne, dans l'Essonne. J'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'est votre modèle, parce que vous approchez l'agriculture
directement des consommateurs. Ça me faisait beaucoup rire il y a quelques années, on me parlait de l'agriculture de proximité, de consommer local. J'ai dit ouais, mais si on est en banlieue parisienne, consommer local, même pas en rêve, même si l'Île-de-France est une grande région agricole. Vous, comment vous vous y prenez et comment vous vous organisez? Oui, alors notre mission en fait, c'est de recréer de la résilience alimentaire au niveau ultra local. Donc on n'a pas les contraintes que peuvent avoir des producteurs qui sont ancrés dans un territoire et qui vont devoir s'adapter à l'évolution climatique ou agronomique de leur territoire. Nous, on va avoir une approche inverse, c'est-à-dire qu'on va installer nos fermes dans les territoires qui ont un déficit de résilience et d'approvisionnement locaux, et dans des territoires qui sont déjà propices climatiquement et agronomiquement pour la production qu'on va déployer. En l'occurrence du maraîchage ultra diversifié. On a quand même la chance en France, voilà, tout le territoire Nord-Loire, qui est un pays, un territoire assez vaste, très tempéré, avec des conditions hydriques qui sont très favorables. Et donc, nous, on va plutôt installer nos fermes dans les conditions qui sont favorables, mais ça ne veut pas dire que ces fermes-là doivent pas anticiper les 20 prochaines années. Et on disait que voilà, la bio c'est de la prévention, c'est aussi de l'anticipation. Et c'est dans la manière dont on va designer nos fermes, les équipements qu'on va mettre en place, le type de serre, le sujet de l'eau, voilà. Et donc notre modèle c'est ça, c'est d'installer des fermes qui vont être résilientes pour 25 ans. Qui vont produire une très large gamme de légumes, à peu près 30 légumes, pour être suffisamment diversifiés pour nourrir un territoire entier, pour pas avoir besoin de s'inscrire dans une logique de filière, comme il peut y avoir aujourd'hui, par exemple en Bretagne ou dans le Sud-Ouest, voilà. Et donc de pouvoir participer à la résilience alimentaire d'un territoire pour nourrir les cantines, les consommateurs, dans des territoires qui historiquement n'ont pas ce niveau de production. Voilà, dans tout le bassin parisien, il y a énormément de céréales, il y a très peu de maraîchage. Historiquement, le bassin parisien, c'était une énorme terre de maraîchers. Les maraîchers du 19e, 20e siècle, voilà, ils sont tous partis. Dans le nord de la France, c'est pareil. Bon, il y a beaucoup de betteraves, de pommes de terre, mais il y a pas beaucoup de légumes en soi, des carottes et des tomates. Alors que les conditions climatiques le permettent, si tant est qu'on mette le bon degré d'innovation, le bon degré de technique agronomique, les bons équipements, les bonnes serres, voilà. Et donc c'est là-dessus qu'on se positionne. Et pour répondre aussi sur le sujet des renouvellements des générations, parce que c'est un sujet essentiel, hein. On a des agriculteurs. Ouais, oui, mais il en faut d'autres. Et ce sujet-là, on a des agriculteurs qui se battent tous les jours. Bon, je vais même pas lancer le sujet de la reconnaissance sociétale et sociale du producteur, mais voilà. Et donc c'est un métier qui ne paie plus. Il n'y a plus de reconnaissance financière, plus de reconnaissance sociétale, et c'est un métier qui est en première ligne face au changement climatique. Et donc il faut redonner envie aux gens de faire ce métier. Ça passe par des solutions, et ça passe aussi par résoudre les problèmes. Nous, on a aussi une approche de résoudre la pénibilité de ce métier, parce que c'est un métier qui est pénible. Au-delà du fait qu'il est épuisant moralement, on se sent un peu seul, il est aussi pénible physiquement, notamment le métier du maraîchage. Et donc, on a aussi travaillé sur une innovation sur ce sujet-là. Donc, on a développé un robot qui permet d'alléger les tâches du travail sous serre pour concentrer les maraîchers sur les tâches à plus forte valorité, les tâches techniques, les tâches agronomiques, la prévention, l'entretien de ces cultures, la récolte, qui est, voilà, on dit toujours le fruit de son travail, voilà. Donc, on concentre les maraîchers sur ça, et tout le reste, le désherbage, le travail du sol, le semis et le plantage, voilà, est géré par une machine. Et donc, ça permet de réinventer un peu la manière de produire, et donc de s'intégrer dans les territoires qui n'ont pas d'historique de maraîchage, donc qui n'ont pas de bassin d'emploi. Voilà, mais on va aller chercher des gens qui n'ont jamais fait de maraîchage de leur vie, parce que paradoxalement, le métier de producteur, le métier d'agriculteur, ça plaît à tout le monde. Voilà, c'est un peu aussi alors tout le monde a cette image d'Épinal aussi dans la tête, donc il y a beaucoup de gens qui commencent et puis qui arrêtent parce que c'est trop dur ou que c'est trop compliqué. Mais voilà, c'est un métier paradoxalement qui est pas reconnu, mais qui plaît. Voilà, la reconversion agricole, il y en a plein. C'est un peu un rêve de tout le monde de monter sa ferme, de faire pousser son potager, d'en vivre. Voilà. Alors, cette ferme avec des serres, avec des robots qui évitent la pénibilité, est-ce qu'elle trouve son débouché quelque part après? Parce que c'est bien beau de produire, mais les produits issus de cette ferme, ils vont où? L'objectif, c'est de redonner de la résilience à un territoire. Donc, c'est de distribuer les légumes localement. Et c'est de répondre à un manque. C'est pas de rajouter encore un producteur de trop. C'est qu'aujourd'hui, c'est quoi le constat? On a énormément d'imports.
et on va avoir des difficultés pour certaines chaînes d'approvisionnement de se produire en légumes locaux, bio, parce que c'est aussi ce que recherchent les consommateurs. Par exemple, toute la restauration collective a énormément de mal à se fournir. On va avoir tous les sujets de la loi Egalim, par exemple, voilà, qui met un cadre qui est extrêmement difficile à tenir pour les acteurs. Hein. Qui est pas vraiment respecté, Nordine. Non. Qui est pas respecté, certes, mais aussi parce que c'est compliqué de le respecter et que voilà, et qu'il faut aussi apporter des solutions. Et quand on dit oui, il faut se fournir localement en bio, ce qui se passe dans la plupart des territoires, qui sont pas les territoires de maraîchers, historiquement, c'est que il y a 3 maraîchers qui sont là. Il suffit qu'il y ait un décalage de 2 semaines d'une saison, les carottes elles sont en retard et les enfants ils ont besoin de manger. Et les enfants ne pourront pas manger. Voilà, et donc les chefs, ils vont voir les grossistes qui mélangent tout avec de l'import parce qu'il faut assurer des volumes et de la régularité. Et c'est à ce problème-là qu'on essaie d'apporter une solution aussi. Et qui paye? C'est les collectivités locales qui choisissent votre modèle, ou comment ça fonctionne économiquement parlant? Alors notre modèle, c'est que grâce à la technologie qui a été financée par des subventions et d'autres investissements, cette technologie elle permet de baisser le coût de production. Elle permet de dérisquer la production. On a un modèle qui va être basé beaucoup plus sur le salariat. Et on a moins de maraîchers nécessaires grâce à cette machine, et donc ça permet de baisser les coûts et donc de proposer des légumes à un coût qui va être le plus acceptable possible pour le secteur. Ça ne veut pas dire que le secteur doit pas s'adapter aussi pour comprendre les enjeux de la producteur, parce que la production doit rémunérer. Et si la production rémunère pas, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'adaptation au changement climatique, et il n'y a plus de renouvellement des générations. Nordine, et ensuite Nathalie, je voudrais votre sentiment sur ce que présente Thibaut, qui est très intéressant aussi. Ouais, tout à fait. Après, sur la loi Egalim, donc aujourd'hui la loi Egalim, donc on devrait avoir 20%, je dirais, dans les écoles et autres. Aujourd'hui, on est à 3,5. Aujourd'hui, pourquoi on est à 3,5? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un menu qui est à 3,14 € et qui n'a pas évolué depuis 10 ans, personne ne veut augmenter. Aujourd'hui, c'est une histoire encore de prix. Donc aujourd'hui, si on veut une agriculture, je milite, on est plusieurs à militer sur du commerce équitable. Au commerce équitable, vous avez des études de coûts avec une rémunération du producteur, voilà, avec une vraie étude de coûts qui permettent d'évaluer la charge et la responsabilité du consommateur par rapport aux paysans, quoi. Voilà. C'est la reconnaissance du travail de l'agriculteur, surtout et a fortiori en ces périodes de changement. Après, on est quand même un travail où il y a de l'humain. Il faut garder cette proximité avec l'humain, parce que ça permet aussi de générer des emplois. Voilà, parce que nous, au bassin de l'Occitanie, les plus gros employeurs, c'est l'agriculture. Hein. Voilà, pas sur les mêmes modèles, mais c'est l'agriculture. Donc on crée de la richesse, quoi. On crée de la richesse et on occupe l'espace. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quand même des gens qui consomment localement, pour éviter la désertification aussi du monde rural, donc aujourd'hui, heureusement qu'il y a des exploitations, des salariés qui consomment localement, voilà, et ça permet d'ouvrir, laisser ouvert des écoles, des petits magasins. Voilà, donc ça aujourd'hui, c'est toute cette résilience qu'il faut mettre en avant, quoi. Alors, le modèle de Thibaut, tel qu'il est présenté, là, ce sera dans l'Essonne. Nathanaël, est-ce que vous imaginez ce type de ferme, par exemple, au sud de Clermont, entre le stade de l'ASM et peut-être le musée Michelin Expérience? Peut-être. Pour moi, il y a un peu de place, il y a des parkings. Cultiver les parkings, c'est aujourd'hui impossible. Donc voilà, ça peut être ce sera un autre sujet, on en parlera peut-être après. Mais sur ce type de ferme, pour moi, ça peut effectivement, il y a de la place. Ce ne sera pas la réponse unique à toutes les problématiques. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir réfléchir différentes solutions. C'en est une, mais c'est pas la seule. Et c'est-à-dire que sur les questions de changement climatique, il faut vraiment travailler, pour moi, de manière systémique, c'est-à-dire un peu globale. Et là, on travaille à nouveau que sur les questions de maraîchères. Et pour moi, il faut les croiser avec les autres productions, parce que on revient à des complémentarités un peu le b.a.-ba de l'agriculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le meilleur système quand même agricole, c'est la polyculture élevage. C'est-à-dire qu'on a besoin d'élevage pour avoir de la matière organique. La matière organique qui a une grosse problématique en agriculture, encore plus en bio, parce qu'on s'extrait des engrais azotés, phosphatés et compagnie chimiques qui sont très consommateurs émetteurs de carbone. Et donc cette matière organique, elle est très importante. On sait en faire à partir de végétaux, mais aussi à partir d'animaux. Donc il faut qu'on travaille ces complémentarités sur des questions
d'engrais verts, par exemple, de complémentarité entre les différents ateliers, sur des questions aussi vis-à-vis de la forêt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pourrait imaginer à broyer les résidus de forêt et les épandre dans des champs de manière plus systématique. L'agroforesterie est une solution, mais ça c'est toutes les questions d'adaptation. Quand j'ai présenté mes 5 points, c'est des questions qu'on est obligé de travailler sur du moyen terme, c'est-à-dire que un arbre pour le planter, c'est un peu long, il faut qu'il pousse, et peut-être dans 10 ans on pourra peut-être réincorporer une partie du végétal en terre. Donc ça, c'est sur de la longue durée. Mais quand vous dites, par exemple, polyculture élevage, on peut bien comprendre et on visualise bien dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où il y a quand même de belles complémentarités de ce point de vue-là. Nordine, je suppose que polyculture élevage sur les 3 départements de votre zone, donc Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Oui, pour nous, ça risque d'être un peu compliqué. Il y a très peu d'éleveurs, hein. Très peu d'éleveurs chez nous. Voilà. À part effectivement pour produire des fromages de chèvre et du côté des Bouches-du-Rhône. Vous avez, il faut monter un peu plus haut. Vous avez l'agneau de Sisteron. Après, on a un patrimoine, hein, le taureau de Camargue. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on fait, et là, c'est une vraie réussite, le taureau de Camargue. On travaille avec des collectivités et ils mettent en avant les AOP. Voilà, donc l'agneau de Sisteron et le taureau de Camargue. Et quand ça permet de garder la filière, par exemple, quand on fait un gros menu, un menu par an, taureau de Camargue, c'est 72 bêtes abattues. Donc ça crée une activité, quoi. Et quand on fait l'agneau de Sisteron, c'est 152 agneaux. Oui, il n'y a pas plus bio d'ailleurs que le taureau de Camargue. Hein. Et on le rappelle, le taureau de Camargue n'est pas tué dans les arènes pendant les corridas, mais c'est un taureau d'élevage. Hein. Ça, il faut le rappeler sans arrêt. Il y a une question aussi, il y a un manque, et on en parlait avec Thibaut tout à l'heure, quand il évoquait les robots, quand Nordine vous évoquiez les drones, c'est la science. La science aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la recherche, elle est suffisamment avancée ou suffisamment présente pour répondre aux demandes, Thibaut? Je pense que oui, mais je pense qu'elle est encore trop morcelée. Il y a beaucoup d'initiatives, de recherches qui sont un peu à droite à gauche. Aujourd'hui, on a encore, il y a les problématiques territoriales en agriculture qui font que voilà, il y a des initiatives qui sont très locales et aussi parce qu'il y a des solutions qui sont applicables à un endroit et pas à un autre. Voilà. Donc ça c'est un effet de fond de l'agriculture qui sera toujours là. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus. Beaucoup mieux, voilà. Typiquement chez nous, on a fait notre innovation, on l'a fait dans notre coin, et donc on l'applique. Mais je pense qu'on pourrait avoir une approche sur la recherche de manière générale, les bonnes pratiques. Il y a beaucoup. L'agriculture a toujours été une industrie de collaboration. Les coopératives, les groupements techniques, mais qui sont encore très locales de mon point de vue. Hein. Et je pense qu'on pourrait avoir des initiatives beaucoup plus larges, mais il faut savoir gérer les spécificités territoriales pour réussir à trouver des angles communs pour que ce soit pas du temps perdu. Bon, il y a un certain chauvinisme aussi dans l'agriculture qui est logique et qui est aussi une force de notre agriculture. C'est aussi comme ça qu'on est très bon et voilà. Mais donc je pense que pour répondre, je pense que oui. Je pense qu'on a une très très grande technicité agronomique et agricole en France, historiquement, et qui n'est pas perdue, qui continue. On a des instituts de recherche, beaucoup de chercheurs, des organismes, des coopératives, des groupements techniques qui font un travail formidable. Je pense qu'on est vraiment à la pointe. Je pense qu'on bénéficierait d'un peu plus de rassemblement pour être encore plus efficace. Voilà. Nordine? De notre côté, nous, on travaille beaucoup avec les ingénieurs en troisième année à Purpan et Supagro. Donc ils viennent accompagner les sur les exploitations, faire de la veille. Donc on a créé des groupes WhatsApp par produit. Et il y a des alertes qui se sont mises quand on a les premiers foyers de pucerons et autres. Il y a une dynamique d'alerte, mais une dynamique, je dirais, de plan d'action. Donc, avec ces ingénieurs de Supagro et de Purpan qui viennent évaluer, faire des tours dans les exploitations, parce que souvent le producteur n'est pas tout à fait disponible, parce que avant tout le bio, ça reste quand même du préventif. Et donc, ces ingénieurs nous accompagnent. C'est pour ça que la technicité, donc, il faut aller la chercher. Voilà, aussi bien par de la formation intelligence artificielle, comme je vous ai dit. Voilà, donc il y a des séminaires. On monte des séminaires pour les paysans et pour les salariés, parce que ça va de pair. Voilà, pour diminuer, je dirais, les frais fixes des exploitations et de la coopérative. Voilà, mais on a monté une vraie filière technique.
Alors justement, cette filière technique, vous la percevez comment, Nathanaël, vu de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Parce que les instituts techniques, je pense à l'ITAB, mais je pense également à cette grande machine de guerre qu'est l'INRAE, est-ce qu'elles sont suffisamment, selon vous, en ordre de marche pour répondre à vos interrogations et à vos préoccupations? Suffisamment, je dirais plutôt non, mais bien qu'il y a une première démarche qui est faite, et notamment auprès de l'INRA qui a mis quand même, qui met des moyens sur ces questions de climat, d'adaptation, notamment à l'agriculture biologique, et je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Il reste du travail, et je pense que c'est très vrai de souligner que on a besoin de coordonner beaucoup plus les actions et de faire des lieux où à la fois les scientifiques et les acteurs de recherche, de développement se rencontrent, et après on a besoin de faire de la pédagogie pour transférer ça aux producteurs, aux groupements divers et variés. Ça va être encore une solution. Moi, je voudrais quand même revenir sur les questions de coûts et de prix, parce qu'il me semble que c'est vraiment Justement, central. Ouais, j'allais dire c'est central et lié, parce que ces instituts de recherche sont généralement en partie financés par les filières agricoles. S'il y a moins de revenus, il y a moins de financement. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, on l'a un peu pointé, c'est que le métier d'agriculteur est plus très attractif, notamment parce que financièrement, il n'est pas du tout attractif, qu'on a quand même des problématiques de prix de vente qui sont vraiment très prégnantes. Et pour ça, il y a un peu deux solutions. C'est soit on continue de diminuer le coût de production. Malheureusement, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'on est déjà des coûts de production bas, voire très bas pour certains produits. Et l'autre moyen, c'est il y a peut-être un troisième, de réaugmenter le prix de vente. Ça veut dire que c'est un choix sociétal. Ça veut dire que il faut défendre que le coût de l'alimentation, eh ben oui, ça a un coût. Que si on veut s'alimenter de manière saine, eh ben oui, ça a un coût, de manière locale, voilà. Ça a un coût, et donc il faut mettre le prix, il faut redonner une valeur à l'agriculture et aux produits alimentaires. Puis après, il y a peut-être le dernier paramètre, c'est la partie de subvention publique via la PAC et puis tous les autres financements publics sur l'agriculture, sur lesquels on pourrait orienter un peu plus sur l'amélioration globale du système, de l'agroécologie, de l'adaptation au changement climatique. Mais aujourd'hui, on a failli prendre le tournant, et puis on sent bien qu'au niveau européen, il y a des petites tensions avec le Green Deal qui ont apparu ces dernières années. Et là, la renégociation de la PAC dans les années qui arrivent vont être très clairement tendues. Et parce que ça reste un sujet vraiment extrêmement important, ces questions de prix. Et si on veut pas manger uniquement des produits d'import, eh ben il faut le résoudre. Aujourd'hui, il faut que les foyers peut-être acceptent de remettre un peu plus de valeur dans leur alimentation, et donc rehausser un peu ces prix d'achat, ou prix de vente pour les producteurs. Alors on va continuer sur cette problématique-là. Je rappelle à nos amis qui sont dans la salle que vous avez la possibilité de poser des questions ou d'intervenir dans ce débat. Il suffit de nous faire signe, on va vous tendre le micro. N'hésitez pas, parce que c'est aussi ça l'idée de cette table ronde. Nordine, moi je voudrais qu'on continue à parler de prix, justement, effectivement, de dire, comme le disait Nathanaël, faut se dire qu'on va peut-être payer plus cher une alimentation plus saine. Quand on dit ça comme ça, tout le monde est d'accord. Sauf que aujourd'hui, on s'aperçoit que le budget des ménages, il est en chute libre. Et pas uniquement à cause de l'inflation, mais aussi à cause de pas mal de choses qui sont ajoutées. Bien évidemment, je pense aux abonnements de téléphone portable, aux abonnements Internet, aux abonnements de plateforme. On est prêt à payer beaucoup plus cher pour regarder la dernière série sur Netflix, et à payer beaucoup moins cher pour des fruits et des légumes bio. Est-ce que c'est pas votre problème, en fait? Et que en temps de paix économique, tout va bien, personne ne se pose la question. En temps de guerre économique, comme aujourd'hui, c'est plus compliqué. Moi, j'ai toujours une accroche un peu humoristique. Hein. Je dirais, le mauvais prix d'aujourd'hui, c'est le bon prix de demain. Voilà. Donc ça, c'est une. Et puis quand mon collègue à droite a parlé de la PAC, moi je trouve, pour ma part, hein, je trouve inadmissible que le producteur ait besoin de la PAC. Il devrait vivre de son métier. Aujourd'hui, la PAC, ce serait de l'additionnel pour améliorer les conditions de travail des salariés ou autres. Mais aujourd'hui, c'est pas normal que les paysans soient obligés d'attendre ou d'attendre des réévaluations sur l'Europe concernant la PAC.
Le paysan devrait vivre de son métier correctement. Correctement. Et le prix, je dirais aujourd'hui, on devrait communiquer sur le prix. C'est-à-dire, peut-être aussi communiquer en toute transparence. Hein. Aujourd'hui, vous avez, il y a 15% d'exploitation sur 2025 qui ont cessé. Il y a plus de développement sur le bio. Donc aujourd'hui, ça, il faudrait peut-être l'afficher dans les magasins. Leur dire voilà, donc on est en train de, il y a une perdition. Donc vous achèterez peut-être des produits espagnols, des produits italiens, des produits marocains, bourrés de pesticides qu'on interdit en France, parce qu'en France aujourd'hui il faut qu'on fasse quand même beaucoup plus propre, donc on leur donne pas des moyens, donc c'est de la concurrence encore déloyale. Donc aujourd'hui il y a un travail à faire, mais de constat, de dire c'est pas normal qu'aujourd'hui que le paysan ne vive pas de son activité. Et est-ce que ça aussi, ça s'applique au bio? Parce que là, vous parlez du conventionnel, notamment, cette question, elle se repose régulièrement au mois de février quand arrivent les premières fraises espagnoles. C'est celle rouge dedans, rouge à l'extérieur, blanche dedans. Et puis quand arrivent également certains autres fruits et légumes, les tomates notamment. Est-ce qu'elle se pose cette problématique pour la bio? Je veux vous rassurer, je vous parle que du bio, moi. Mais aujourd'hui, le conventionnel, on est déconnecté du conventionnel. Mais quand vous dites d'Espagne, les produits espagnols, vous pouvez avoir des produits bio espagnols. Hein, donc aujourd'hui, les produits bio espagnols sont avec pas les mêmes pesticides. règles. Hein, avec pas les mêmes règles. Je suis pas, je dirais technicien. Je dirais je suis pas, j'ai pas fait de stage chez Bayer. Hein, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas les mêmes règles. Mm-hmm. Voilà. Et quand on démarre un produit que, je dirais, on nous demande, je dirais, attention, il ne faut pas trop d'écart entre un produit qui arrive en fin de saison d'Espagne ou du Maroc. Donc déjà, voilà, le décor est planté pour le début de saison. Mm-hmm. Voilà, je dis, il y a une vraie responsabilité. Voilà. Et on a l'impression quand même que, Nathanaël, quand on parle au niveau européen de l'agriculture bio, c'est, je veux dire, c'est le dernier sujet qu'on aborde pendant un conseil des ministres. On dit, tiens, s'il nous reste 5 minutes, on va parler de la bio. On a l'impression quand même que vous êtes encore un peu les mal-aimés ou les oubliés des négociations communautaires. Je me trompe ou pas? Oui, un peu, et pourtant on n'est plus juste un petit marché de niche. Aujourd'hui, c'est 10% des surfaces. Voilà, enfin en France en tout cas, et dans plein d'autres pays européens. Donc on n'est plus juste la petite niche dans un tout petit coin. Ça compte aujourd'hui. Ça compte. C'est voilà, on est un vrai secteur d'activité. Des salons comme ça peuvent en témoigner. Il y a quand même énormément d'entreprises de transformation, de distribution. Enfin, c'est un vrai pan économique important. Donc on l'est peut-être un peu moins. Après, c'est des questions très politiques. Hein. Aujourd'hui, ça veut dire que très clairement, si on soutient l'agriculture biologique, ça veut dire que quelque part, on remet en question l'agriculture conventionnelle et le développement agricole qui est fait depuis 50 ans. Je pense qu'il serait important de le faire aujourd'hui parce qu'on a arrivé au bout du modèle, un modèle conventionnel chimique qui épuise les ressources naturelles. Nous, on a une petite phrase qui me semble importante, c'est qu'on se dit souvent il faut repenser les pratiques et les systèmes en fonction des ressources environnementales disponibles et non l'inverse. Aujourd'hui, l'agriculture fait l'inverse, en fait. On produit n'importe quoi, n'importe où, et on importe des engrais, des salariés qui viennent, des immigrés pour travailler, alors qu'il faudrait réfléchir vraiment l'inverse en disant les ressources environnementales, l'eau, les conditions pédoclimatiques, ce que vous faites sur votre projet, c'est ça la base. Et à partir de ça, on réfléchit à qu'est-ce qu'on produit et comment. Et donc l'agriculture biologique a des vraies forces, hein, parce qu'on est aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui est plutôt dynamique malgré les 2-3 dernières années. En fait, globalement, dans les 20 dernières années, il est fortement dynamique. Il y a des installations. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 1/3 des installations sont en agriculture biologique. Donc c'est loin d'être le petit pousset ridicule. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut redire, je crois, assez régulièrement, parce qu'on a des vraies forces et qu'aujourd'hui l'agriculteur aussi, a des démarches d'amélioration de pratiques continues. Et donc on est en capacité de pouvoir s'adapter au changement climatique et à s'adapter à des questions commerciales, économiques, parce qu'on est un secteur qui quand même des producteurs qui sont plutôt bien formés, qui sont plutôt résilients dans leur de manière assez profonde. Alors justement, tiens, à propos de la formation, Thibaut, quelqu'un qui veut se lancer avec vous dans cette aventure, j'allais dire de fermes urbaines, c'est quoi la base de la formation? Faut être forcément agriculteur ou pas?
Ou faut être plutôt branché nouvelles technologies, intelligence artificielle et robotique? Aucun des deux. En fait, le métier de producteur, c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier de passion. C'est un métier entier, c'est-à-dire que c'est pas un métier qu'on fait comme ça. Voilà, il y a énormément de gens qui ont envie de faire ce métier, mais c'est un métier très technique. Voilà, c'est pas un métier qui se réinvente comme ça. Tout le monde pense que oui, bah moi j'ai mon potager, donc je peux devenir maraîcher. Voilà, bah c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a J'ai réussi 80% à des faire exploitations. pousser 2 géraniums sur Voilà. mon balcon, je m'improvise Bah, maraîcher. il y a plus de 50% des exploitations qui ferment au bout de 3 ans ou 4 ans. Donc voilà, c'est parce qu'il y a cette utopie. Voilà, donc c'est un métier qui est extrêmement technique, c'est un métier qui s'invente pas. Il faut être accompagné. C'est presque comme un métier de médecin. En fait, on se forme toute sa vie parce que il y a de l'adaptation, parce que à chaque fois qu'on fait une nouvelle culture, il faut complètement se réinventer. Et donc, mais c'est un métier qui est accessible parce que c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste de bien l'aborder, d'être bien formé, d'être bien encadré. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. On forme à partir de zéro. On commence par une culture, 2 cultures. On a un environnement technologique qui permet de baisser la pénibilité, mais qui s'apprend lui aussi. Et on a des agronomes en interne. On a des professeurs de maraîchage qui forment. Quand on recrute, on va recruter des profils qui pourraient aller travailler dans un entrepôt Amazon, hein, Donc, mais qui vont votre vouloir système travailler est totalement, il prend en compte tout depuis l'arrivée du postulant agriculteur jusqu'au les deux. débouché. On a les deux. On a aussi besoin d'encadrants qui sont très techniques, qui ont des années d'expertise et d'expérience, qui ont déjà monté leur exploitation et qui ont arrêté, ou qui sont des conseillers techniques qui veulent aller dans une structure avec beaucoup d'innovation, qui veulent aussi avoir un impact dans le renouvellement des générations aussi, hein, parce que on va aller chercher des gens qui n'ont jamais fait de maraîchage. Et c'est génial, c'est qu'on les fait rentrer dans la serre, on les fait travailler pendant 2 semaines. Et ils ont une banane gigantesque parce qu'ils se sont dit mais on pensait pas que ce métier-là pouvait être aussi sympa quoi. Et C'est la donc, fameuse quête de sens dont on parle beaucoup chez exactement, les jeunes. quête de sens, encadrement, voilà, nourrir les gens c'est magnifique. Et puis travailler dans une serre pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est le meilleur bureau du monde. Voilà, donc c'est génial. Si vous arrivez à abaisser la pénibilité qui est un peu le point noir du sujet, c'est absolument génial. Oh. Et ce modèle que vous développez dans l'Essonne, est-ce qu'il va faire des petits ailleurs en France? Bah oui, l'idée c'est de déployer d'autres fermes dans les territoires qui en ont besoin. Voilà, toujours dans ces mêmes approches de créer des emplois en local. Voilà, on disait tout à l'heure que il y a plein de modèles de production qui reposent sur du travail immigré. Voilà, nous c'est l'inverse, c'est on crée des emplois localement et on s'installe dans les territoires qui ont besoin de résilience alimentaire sur les légumes. Voilà, aussi simplement dans un climat qui peut faire pousser des légumes avec des fermes suffisamment technologiques pour répondre aux aléas climatiques prévisibles des 25 prochaines années. Et ça, c'est les élus locaux qui vous appellent en disant, bah, venez vous installer chez moi. Par exemple, oui, entre autres. Ou alors on va les voir quand mais parce qu'ils ne connaissent pas tous encore. Mais voilà. Alors, il y a une autre question que je voulais vous poser, Nordine, parce que moi, je suis fasciné par l'histoire de la banane, de la mangue et de l'avocat. Sauf que je me dis, bon, aujourd'hui, quand je vais chez mon primeur et que je regarde le rayon avocat, ou quand je vais au supermarché et que je regarde le rayon avocat, il regorge de produits d'importation des zones classiquement productrices d'avocats, notamment d'Amérique du Sud. Et je me dis, mais quel marché ils vont pouvoir se faire avec leurs avocats made in Corsica? Il y a de la place? Bien sûr qu'il y a de la place parce que il y a une vraie communication. Certes, c'est du commerce équitable et aussi, il répond aussi à une problématique. Hein, parce que quand on fait de l'avocat de Corse, je dirais, en termes de bilan carbone, il y a une vraie diminution du bilan carbone. Hein. Donc aujourd'hui, il y a de quoi communiquer. Puis aujourd'hui, on travaille avec des enseignes qui mettent en avant, je dirais, les produits en commerce équitable. Je dirais les produits de Corse, voilà. Mais je trouve qu'il y a une vraie dynamique. Et je pense qu'il y a une prise de conscience du consommateur que quand il y a quand même du produit français, donc il privilégie. Après certes, il y a toujours une problématique de prix. Hein. Voilà, il faut trouver le vrai prix hein, qui corresponde, je dirais, à un revenu décent pour le producteur et un revenu acceptable pour le consommateur. Justement, aujourd'hui, est-ce que avec ces perspectives de bouleversement climatique, le revenu des agriculteurs ne va pas en prendre encore un petit coup? Parce que, fatalement, production plus difficile, peut-être plus technique, peut-être moins de rendement, que sais-je encore. Non, je vais dire, il faut aller au-delà de ces aspects. Aujourd'hui, quand on parle, je dirais, de développer, bon, certes, l'avocat, la mangue et les premiers foyers de bananes. Aujourd'hui, on répond à quoi? On répond à une problématique je dirais d'exploitation qui risque de se perdre. Et aujourd'hui, en Corse, on a une moyenne d'âge en dessous de 40 ans.
Donc on crée une vraie dynamique avec d'installation des jeunes. Et aujourd'hui, côté coopérative, côté aussi au niveau de la coopérative aux portes de la Camargue. Donc on a pris conscience aussi, parce qu'on a parlé certes beaucoup de dérèglement climatique, mais je vous ai dit, le plus gros risque, c'est quand on fait la pyramide des âges. Donc à 10 ans, il y a 30-40% d'exploitations qui vont disparaître. Donc aujourd'hui, comment on fait? Voilà, parce c'est quand ça va bien qu'on travaille la stratégie. C'est pas quand on est dos au mur. Et aujourd'hui, on a créé, je dirais, avec le conseil d'administration, dynamique, parce qu'on est une coopérative unique. Voilà, où les coopérateurs s'investissent dans leur coopérative. Voilà, ça c'est un vrai succès. Donc chaque administrateur gère un domaine, aussi bien le marketing que je dirais le technique. Donc ça c'est un vrai atout à la coopérative. Et on a de fortes demandes de producteurs qui veulent venir à la coopérative. Par contre, on fait attention. Donc premièrement parce que être producteur, c'est pas juste produire. Voilà, c'est quand on vient à la coopérative, il faut comprendre les règles de la coopérative. Voilà, le respect des planifications. Voilà, comme je vous ai dit, nous, il n'y a pas un produit qui représente plus de 10% de l'exploitation. Voilà, ça permet aussi d'éviter de le mettre en danger. Aussi de le former au niveau de la gestion, parce qu'il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et résultats. Voilà, parce qu'il y a un pavé, et puis de l'accompagner techniquement. Et comment on fait? Donc on fait comme dans la vie, on fait les fiançailles avant le mariage. Donc le producteur, donc il y a 2-3 ans où il est en TNA, en période probatoire. Voilà, un tiers non associé, donc c'est les fiançailles, donc voilà. Et puis derrière, on fait une évaluation tous les 3 ans, donc savoir s'il a atteint ses objectifs. Il y a un tuteur, un producteur et la coopérative. Le directeur avec cette convention qu'on a mis, et on a intégré aussi les banques, voilà, pour faire des pré-relais pour dire que la coopérative gère les prêts sur 10 ans. Le producteur qui s'installe pendant 4 ans ne va pas payer, je dirais, va payer que les intérêts, et à partir de la 5e année, c'est lui qui prend le relais avec le taux négocié par la coopérative. Donc ça, c'est un vrai succès grâce à nos administrateurs. Alors, une dernière question, Nathanaël, je voudrais qu'on termine avec vous. On a vu l'exemple d'Univers avec effectivement banane, mangue et avocat. Est-ce que ça veut dire aussi que dans toutes les régions, il va falloir non plus adapter les cultures, mais changer de culture? Est-ce que, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des choses qui vont arriver, qui peuvent paraître aujourd'hui totalement lunaires pour des observateurs non avertis que nous sommes tous quand on est consommateurs? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Je sais pas moi, par exemple chez vous sur la partie Auvergne, comme on l'a vu par exemple dans les Landes il y a quelques années où on a commencé à faire du kiwi, alors que tout le monde regardait ça avec des yeux exorbités en disant comment du kiwi dans les Landes, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une vraie filière. Alors malheureusement, on va avoir une difficulté en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que probablement qu'il va continuer de geler. Et donc ça limite beaucoup les questions d'adaptation, là où dans le sud ou en Corse, quand on est en bord de mer, on a une chance, c'est que le gel diminue fortement et qu'il y en a quasiment plus. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, alors ça va à nouveau dépendre des territoires, mais globalement, il va continuer de geler. Donc en fait, l'adaptation est d'autant plus compliquée qu'en fait, il suffira pas juste de remonter les cultures du sud plus au nord. Ça ne suffira donc pas. J'aurais pas mon rosé de Provence à Clermont-Ferrand. Si, on pourra peut-être avoir du rosé de Provence à Clermont-Ferrand. On est déjà pas loin parce qu'on a déjà des problématiques de taux d'alcool dans le rosé d'Auvergne trop élevé. Donc en fait, effectivement, il y a les mêmes problématiques, mais je crois pas qu'on aura de la banane d'Auvergne, si c'est pour aller jusqu'au bout. D'accord. En tout cas, pas très vite. Peut-être dans 50 ans, mais là, on a un petit peu de marge encore. Mais par contre, c'est beaucoup plus de réfléchir sur les systèmes, sur une adaptation plus fine. On va pas aller sur un gros bouleversement. On enlève toutes les cultures et on fait des cultures d'Afrique. Ou sinon venir en Occitanie. Voilà, sinon déménager. Déménager, nous les paysans, ils travaillent en Tongue et en Marseille toute l'année. Ouais, malheureusement, donc ça aussi, c'est un avantage. Et est-ce que vous allez faire monter vos adhérents chez Univers? C'est-à-dire là, vous en avez sur 3 départements. Est-ce que vous allez, je sais pas moi, aller en faire venir dans de la Drôme, de l'Ardèche? Nous, dès qu'on passe les 30 km, on est dans le nord. Donc, oui, d'accord, ouais, je comprends bien. On aura du mal à monter. Il y a juste un truc que je vais rajouter, c'est qu'on parle beaucoup de nos territoires là. Voilà, l'Auvergne, la Corse, le Rhône-Alpes. Il faut savoir que ce changement climatique, il est décuplé
chez les pays exportateurs qu'on importe. La tomate d'Agadir, je pense que je peux être suffisamment serein pour mettre un billet pour que dans 10 ans il y en a plus. Hein. Ils ont déjà plus d'eau, ils désalinisent l'eau, et en fait tout ça, on peut aussi finir sur une note un peu optimiste entre guillemets, de dire que en fait la France, on a quand même un magnifique territoire qui est très diversifié, avec un climat qui est quand même resté assez résilient même si on a des pressions. Et en fait, on peut aussi devenir le challenger de demain. Et que le sud de l'Espagne, c'est pareil. Tout ce qui inonde l'Europe, voilà, la mer de plastique, on la connaît. Oui, il faut pas que ça soit trop tard, exactement. Donc, mais ça veut dire que plus on s'adaptera aujourd'hui, plus vite on sera résilient, parce que eux, de ma petite lorgnette, alors je connais pas toutes leurs problématiques, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'options quand même. Hein. Alors ils essayent, mais à la fin, quand on désalinise l'eau de mer, alors ça va s'arrêter. Et donc voilà, nous on a quand même une énorme opportunité de s'adapter dès maintenant pour être beaucoup plus résilient dans 5-10 ans. L'agriculture c'est le temps long, on le sait, mais bon, on va pas attendre 10 ans non plus. Mais voilà, c'est une super belle opportunité, je pense, ce changement climatique aussi, parce que notre territoire français dans son ensemble, hein, avec les particularités qui sont dans chaque territoire, on peut devenir aussi les plus gros producteurs de demain sur les fruits et légumes, hein, puis sur d'autres choses, mais voilà. Eh bien, si on a l'innovation et l'anticipation. C'est sur cette note d'espoir que se termine cette table ronde. Merci, messieurs, de nous avoir rejoints sur ce salon Natexpo. Et je vous rappelle que vous pouvez revisionner cette table ronde tout simplement sur le site natexpo.com. À bientôt.